Bonjour à tous. Une semaine après l'ouverture de la campagne électorale, le président sortant et candidat du RDPC est enfin descendu dans l'arène. Sans surprise, il a choisi Marois pour dévoiler son programme énergétique, sa stratégie agricole et sa politique sécuritaire. La mobilisation de tout l'appareil administratif observé autour de Paul Biya n'a pas impressionné les autres candidats engagés dans la bataille du Grand Nord, un vivier électoral qui croupit pourtant dans la pauvreté et la misère, d'où l'enjeu de l'alternance démocratique ou le maintien du régime du renouveau qui se dessine sur la route d'Etoudi 2018. Pour garantir l'organisation de cette élection présidentielle, les conditions sécuritaires doivent être réunies, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À la veille de la célébration de la réunification du Cameroun, les autorités déclarent 48 heures de couvre-feu dans les régions anglophones, un air d'état d'urgence dans le chaudron de la crise anglophone. Cette situation politique préoccupante est loin de reléguer au dernier plan les inquiétudes de l'opposition sur l'indisponibilité des cartes électorales, la vraie fausse affaire de l'utilisation du téléphone portable et la centralisation des bureaux de vote. Depuis 1992, un scrutin présidentiel n'a pas autant cristallisé l'intérêt de l'opinion publique et la communauté internationale. Ses critiques à l'encontre des processus électoraux en Afrique et son implication dans les affaires africaines politiques ont été contestées dans les discours de plusieurs dirigeants africains lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, aux États-Unis. Dans le paysage géopolitique, l'interventionnisme international se fait-il dans l'intérêt de résoudre les conflits en Afrique ou alors de protéger les intérêts de ces puissances étrangères? Ces problématiques constituent l'ossature de droit de réponse dimanche. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et à l'occasion de cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau Edouard Fauchivet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes militant du RDPC, également expert des questions de logistique et transport. Merci d'être avec nous ce dimanche. C'est un plaisir, surtout en ce moment où le candidat Biya est rentré dans l'arène. Vous comprenez la joie d'un militant du parti. Nous en parlerons tout à l'heure. Sur ce plateau, avec nous, Maître Moustapha Ouana. Bonjour. Bonjour Cédric, je suis heureux une fois de plus de me retrouver sur votre plateau, mais je n'ai pas le même enchantement que M. Edouard Fauchivet, dont le candidat a montré une fois de plus qu'il nargue les Camerounais au plus haut point. Avocat au barreau du Cameroun, membre du comité exécutif national du SDF. Autre panéliste présent sur ce plateau, il est éditorialiste et consultant sur droit de réponse. Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufélé. Merci d'être avec nous encore ce dimanche. Et notre quatrième invité annoncé, Serge Sora, analyste politique, attendu sur ce plateau. J'aimerais commencer avec vous, Edouard Fauchivet. Première sortie de Paul Biya, candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Sans surprise, il a choisi Marois, chef de l'extrême nord. Quelle est votre analyse du discours de campagne de Paul Biya? D'abord, le choix de Marois de l'extrême nord est tout à fait indiqué par sa démographie, de par sa situation géographique, économique, et surtout dans le cadre de la sécurité, parce que les Camerounais de l'extrême nord ont montré, disons du Grand Nord, ont montré leur foi à l'unité nationale en allant contre cette Boko Haram qui a failli, n'est-ce pas, d'ailleurs qui a fait perdre à l'économie nationale des tonnes de milliards, mais s'est engagé à accompagner les forces de défense pour mettre hors d'état de nuire cette force invisible qui a attaqué le Cameroun alors que nous n'en avions pas. Donc c'était le cadre réservé pour le candidat Biya, normalement de communier avec ce vaillant peuple. Et une fois de plus, comme vous avez dit, à travers ces 10 points, n'est-ce pas, montrer à cette population, n'est-ce pas, l'offre qu'il présente
afin d'être reconduit comme le président de la République. Et oui, je vous en prie, allez-y. Et vous voyez, la particularité du discours présidentiel en termes de l'offre est resté le véritable, ce problème d'hydraulique de l'énergie, parce que le Grand Nord aujourd'hui souffre des barrages dont les investissements n'ont pas pu atteindre dans les résultats, et il était tout à fait indiqué de leur présenter une fois de plus cette offre, parce qu'en réalité, plus que jamais aujourd'hui, le Cameroun peut jouer le rôle de plateforme de distribution de l'énergie dans la sous-région. Il faut dire à ce sujet que le président sortant, candidat du RDPC, a parlé de réhabilitation des anciens barrages et de la mise sur pied d'une politique d'énergie solaire. À ce sujet, maître Moustapha Ngwana, vous avez suivi le discours de campagne du président sortant, candidat à sa propre succession, Paul Biya, qui a choisi Marois une fois de plus pour lancer sa campagne. Quelle est votre analyse à la fois du choix de la destination, la toute première destination de son meeting politique et son discours? Il faut dire que s'agissant du choix de la ville de Marois, c'est un choix qui est, de mon point de vue, on ne peut plus logique, étant entendu que la région de l'extrême nord est celle qui a la plus forte population électorale, population à même de pouvoir voter, dont le plus fort électorat se trouve à Marois. Mais également parce que le président de la République, Paul Biya, a toujours considéré les populations de l'extrême nord comme du bétail électoral, il faut le dire, parce qu'il estime que à l'extrême nord, les gens vont continuer à voter sans véritablement réfléchir. Mais il faut dire vraiment une chose, c'est que nous sommes un peu plus surpris par la tournure que prennent les débats depuis que cette campagne électorale a été lancée. On fait l'effort d'éviter de pouvoir parler du bilan de M. Biya, parce que c'est par là qu'il faut absolument commencer, parce qu'on parlait d'énergie, il a parlé de l'énergie, il a parlé de sécurité, il a parlé également du défi agricole. Vous avez vu, nous avons aujourd'hui une kyrielle de tracteurs qui poussent comme des champignons, qui sont complètement abandonnés dans la broussaille, dans le sud Cameroun. Mais aujourd'hui, on vient vous parler d'un projet agricole. En réalité, on n'a pas de boussole. On n'a pas de boussole, donc on ne peut pas avancer. Sur le plan énergétique, il y a une kyrielle de barrages qui ont été complètement abandonnés. Aujourd'hui, on parle de leur réhabilitation. Est-ce que nous avions déjà atteint l'autosuffisance sur le plan énergétique pour que ceux-là soient abandonnés au moment où ils l'ont été? Il en existe dans le septentrion, même ici dans le sud-ouest. Il y a des barrages qui ont été abandonnés complètement. Et nous assistons également au scandale de Membele. Vous avez un barrage qui au départ était prévu à 25 milliards pour pouvoir produire 15 mégawatts. Aujourd'hui, on a près de 100 milliards de dépenses parce que c'est voulu, parce que c'est également une occasion pour une catégorie de fonctionnaires de pouvoir s'en mettre plein les poches. Vous avez parlé également des défis sécuritaires, ce qui est revenu dans le cadre de son discours. Mais le bourbier dans lequel nous sommes, il aurait pu être anticipé. On aurait pu apporter des solutions satisfaisantes aux populations de l'extrême nord, aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. Les problèmes de sécurité ne sont pas nés. M. Biya n'a pas rencontré les problèmes de sécurité. Il les a générés par la malgouvernance et la non-gouvernance. Parce qu'il faut pouvoir dire les choses, telles qu'elles sont. Vous voyez, par exemple, on arrive dans la région de l'extrême nord. C'est une région qui, économiquement, est morte. Elle est morte avec l'assèchement du lac Tchad. Pourtant, il y a un projet qu'on appelle le projet Transaqua, que le candidat Joshua aussi se propose de remettre au goût du jour. Le projet Transaqua se propose de pouvoir prendre de l'eau du bassin du Congo pour pouvoir redonner la vie à toutes les populations qui vivent autour du bassin du lac Tchad. C'est un projet sur lequel les institutions de Bretton Woods et autres ont déjà travaillé. Donc, justement, on en parlera au cours de cette émission. Il faut préciser, messieurs, je ne vous ai pas interrompu, monsieur Fauché. Le président sortant et candidat du RDPC estime que le plus dur de ces épreuves sécuritaires a déjà été surmonté. Il reste à restaurer, dit-il, la paix dans les régions anglophones meurtries par les exactions des groupes séparatistes. Avec vous, Edmond Kambia, sur d'abord la sortie de Paul Biya, candidat du RDPC à Marois, et ensuite son discours, alors que d'aucuns s'attendaient à un bilan exhaustif de la mise en œuvre des promesses électorales faites en 2011, toujours à Marois. Le président de la République a choisi d'évoquer de nouveaux programmes qu'il compte mettre en place s'il est réélu à la tête du Cameroun. Quelle est votre analyse à ce sujet?
Oui, M. Cédric Mouffelé, je salue d'abord les téléspectateurs fidèles de cette émission. Je salue bien entendu tous les copanélistes ici présents. Le discours de Paul Biya à Maroua était très attendu. Lui-même était déjà attendu à Maroua comme dans de nombreuses localités, chefs-lieux des régions du Cameroun. On l'attend, il faut le dire encore, au nord-ouest et au sud-ouest. Et c'est fort heureusement qu'il a évoqué le sujet à Maroua. Et à ce propos, justement, il parle de restaurer la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais surtout, il demande aux populations de Maroua de gagner la bataille pour le développement. En réalité, son discours est segmenté en 3 parties. Il parle du développement, il parle de la paix et de la sécurité. Sur la sécurité, qui concerne aussi bien le nord-ouest, le sud-ouest que l'extrême nord, il parle de la nécessité pour les forces de sécurité, pour les populations, notamment les comités de vigilance qu'il a cités, en rappelant que la population a pu résister grâce aux comités de vigilance qui ont été créés. Et nous espérons qu'un statut sera accordé aux comités de vigilance qui font un travail formidable dans l'extrême nord. Mais en réalité, sur les questions de sécurité, lorsqu'il évoque le nord-ouest et le sud-ouest, il n'est pas très disserte. Il dit tout simplement qu'il est important de restaurer la paix dans ces régions. Et il évoque en passant les prétendus libérateurs. Nous pensons qu'il veut parler des forces dites sécessionnistes dans ces régions-là. Nous aurions souhaité. Certes, il a évoqué également le dialogue, parce qu'il a parlé de fermeté et dialogue. C'est-à-dire, en réalité, le bâton et la carotte. Et comme je le disais tantôt, il n'est pas allé davantage sur ces questions. On espère que le moment venu, lorsqu'il ira probablement à Boya ou à Bamenda, il nous en dira davantage sur la manière de restaurer la paix et la sécurité dans les régions qui ont des problèmes. Maintenant, sur les batailles concernant le développement, parce qu'il a dit qu'il faut gagner la bataille du développement. Il a même rappelé et dit qu'il est important que la région de l'extrême nord soit développée parce que c'est une région qui regorge du minerai et du pétrole. Il a parlé de l'exploration et même de l'exploitation. Donc, cela présage d'un futur, ce sont des perspectives. Et j'ose croire que cela concerne ce qu'il a considéré comme étant les opportunités dans l'extrême nord et peut-être aussi dans les autres régions du Cameroun. Parce que ça fait partie de ces slogans de campagne. Les grandes opportunités et la force de l'espérance. Le président de la République, candidat à sa propre succession, qui évoque la ligne de chemin de fer Ngaoundéré jusqu'à N'Djamena via Kousseri, sans pour autant évoquer le calendrier d'exécution de ce projet vieux d'une quinzaine d'années. Sur ce plateau avec nous, Serge Soro. Bonjour et bienvenue. Vous êtes analyste politique. Vous avez suivi de près ce premier discours de campagne de Paul Biya, président sortant et candidat du RDPC. Quels sont les faits saillants que vous avez relevés dans ce discours? À proprement parler, dans le discours du président, il n'y a rien de nouveau. Vous avez dit vous-même qu'il est revenu sur des projets dont les études datent déjà de 15 ans. Donc, probablement, ces études sont déjà à remettre à jour. Vous avez parlé des événements sécuritaires auxquels il a fait allusion et sur lesquels l'État du Cameroun n'a jamais pris soin de faire la clarté. Parce que, au fond, la déstabilisation de l'extrême nord est liée à quoi? À Boko Haram. Et un rapport parlementaire français datant de 2015 avait largement établi la naissance de Boko Haram. Donc des Camerounais sont des acteurs. Et donc le Cameroun s'était même laissé à un moment donné son territoire comme une certaine base arrière. Ça veut dire que sur le plan sous-régional, sur le plan de l'intégration africaine, qui est en fait le levier qui peut favoriser le développement, qui va garantir la paix, le gouvernement du Cameroun est resté longtemps en arrière. Ce qui veut dire en clair que pour ceux qui nous gouvernent, il n'y a pas encore un saut vers le cap d'une rupture, d'une refondation, d'une nouvelle technologie de gouvernance qui peut garantir tout ce que tous les Camerounais souhaitent. Et cela me permet simplement de dire une chose, que nous sommes à un virage et que
paradoxalement, on n'a pas l'impression que les anciens paradigmes et les anciens chemins soient placés sur un vecteur d'exclusion pour des nouveaux, que ce soit pour le président lui-même et son équipe, parce que n'oubliez pas, il y a les pays comme la Chine qui ont un parti unique et qui en 60 ans ont changé à la fois et de politique fondamentalement et plusieurs fois de dirigeants. Il y a des pays en Afrique qui ont moins que le Cameroun et qui se sont développés sans les leviers de développement auxquels le chef d'État fait allusion. Ça veut dire que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Nous ne sommes pas sur la bonne voie. Et je ne pense pas que le 7 octobre, si les Camerounais ne font pas un véritable saut, et j'ai peur même en faisant le saut qu'ils fassent le saut vers l'aventure, mais le souhait quand même qu'il y ait une rupture. Justement, alors, vous venez de suivre les appréhensions des analystes politiques et autres panélistes sur ce plateau. Édouard Fauchivé, le président sortant, candidat du RDPC, qui ressuscite de vieux projets. Les promesses électorales paraissent évasives à entendre les autres panélistes sur ce plateau. Est-ce que vous partagez ce point de vue? C'est tout à fait normal que l'avis du SDF ou bien de l'analyste qui à l'entendre parler, on comprend qu'il a fait son choix, puisqu'il a dit que le 7 octobre, il ne faut pas que le peuple puisse s'aventurer. Et quand il a dit ça, ça veut dire qu'il veut voir le RDPC bouter. Mais je voudrais d'abord revenir sur ce qu'il a dit par rapport au Boko Haram et lui dire qu'il a fait mauvaise analyse. Les Camerounais n'ont pas laissé leur base au Boko Haram. Le Boko Haram a utilisé le secteur aujourd'hui en termes de frontières du Cameroun comme leur base. Les Camerounais n'ont pas cédé. Je crois qu'il faut corriger ça clairement pour que les téléspectateurs nous comprennent et comprennent je me permets de vous dire que je suis en train de parler. Le Cameroun a cédé parce que vous devez contrôler chaque centimètre de votre territoire. Oui, je suis vous devez contrôler chaque centimètre. Et lorsque vous le laissez à l'abandon, c'est que vous avez cédé. Edouard Fauchivé a la parole d'abord. Vous réagirez après. Maître, je parle et je dis donc que nous n'avons pas cédé notre espace et c'est pour ça que nous sommes allés à la reconquête de cet espace. Et c'est pour ça d'ailleurs que lors de mon première intervention, j'ai dit que ce choix, c'était pour de parler de cette vaillante population. Maintenant, au niveau de ce qu'il dit, je crois que nous sommes dans une campagne électorale et il s'agit d'un marché politique où il y a les offres. L'offre que présente le candidat, notre candidat du RDPC, est à la face maintenant de consommateurs politiques, que sont donc les électeurs. Et je crois que qui mieux que les populations du Grand Nord, de l'extrême Nord, pour apprécier plus que jamais ce que le président a dit. Par rapport à ce que vous parliez tout à l'heure du chemin de fer, ce chemin de fer est déjà dans le cadre de la sous-région Tchad-Cameroun, à travers la convention de 99. Le Cameroun a fait son travail à travers la présentation maintenant de tout ce qu'il y avait comme analyse et étude du réseau. Ceci a été validé. On attend maintenant la contribution maintenant du Tchad. Et je crois que je suis mieux placé dans le cadre de la logistique pour parler de ça parce que dans le cadre du transport maritime aujourd'hui où 2 ports sont complètement installés au niveau du Cameroun, l'évacuation en termes de post-acheminement est tout à fait mieux indiquée, plus indiquée aujourd'hui à travers le chemin de fer. Donc c'est quelque chose qui sera viable. Non, je pense que l'offre que présente le candidat Biya, le candidat du RDPC, ce n'est pas ressusciter les morts. C'est parce que, n'oubliez pas que nous avons, est-ce que c'est l'avantage? Sinon, nous avons au moins le choix de dire aujourd'hui que nous dirigeons et que les erreurs dans le cadre du management, quelles que soient les crises, puisque n'oubliez pas que le gouvernement de la République, nous fonctionnons dans plusieurs secteurs de crise. Et c'est pour ça que vous avez parlé tout à l'heure de certains projets réveillés, mais nous disons plutôt certains projets qui ont été étudiés, mais malheureusement qui n'ont pas atteint leurs objectifs à travers les multiples crises que nous avons eues. Alors donc, ces offres peuvent encore plus que jamais aujourd'hui être présentées. Edmond Kambia, sur la perception qu'ont les Camerounais de ces premières promesses électorales de Paul Biya entre le candidat
que vous avez suivi en 2011, qui était plus précis et détaillé dans ses promesses électorales, et celui qui vient d'effectuer sa première sortie pour la campagne électorale de 2018. Quelle est votre analyse? D'abord, avant d'évoquer cet aspect du sujet, nous notons qu'il est arrivé à Maroua, visiblement comme président de la République. Et très vite, quand il est arrivé au stade, on a vu le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Mais dans le protocole, comme dans la façon dont les choses se sont déroulées entre son arrivée à l'aéroport et le meeting, on a eu du mal à distinguer le chef de l'État, le président de la République, du candidat du parti RDPC à l'élection présidentielle. On a vu les moyens d'État être déployés pour le président de la République et les moyens être déployés pour celui qui par la suite a été le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Il serait intéressant que l'on sache jusqu'où M. Paul Biya est président de la République et jusqu'où il commence à être candidat. Est-ce que ça pose c'est une question, qu'il faut poser. Est-ce que ça pose un problème dans votre analyse? C'est une interrogation, c'est un questionnement important pour rassurer les autres candidats à l'élection présidentielle, notamment ceux de l'opposition, qui ont du mal à distinguer le président de la République du candidat Paul Biya à l'élection présidentielle. Cela se pose d'autant qu'il y a un débat actuel qui fait rage dans les réseaux sociaux et dans les médias écrits et audiovisuels depuis qu'on a parlé du financement de la campagne électorale, la modique somme de 15 millions de francs que certains ont accepté et que d'autres n'ont pas accepté. Parce que dès maintenant, il faut que ce soit clair pour la suite de la compétition, si les moyens seront équitables pour tous les candidats. Ça, c'est un questionnement. Maintenant, sur la question que vous avez posée, en 2011, Paul Biya était tout feu tout flamme. Il a fait de grandes propositions, mais aussi on a pu voir des réalisations tout de même par rapport à la fille aînée du renouveau, Maroua, la région de l'extrême nord. Cette fois-ci, une des différences, c'est que le discours en 2011 était plus long. Cette fois-ci, c'est l'un des discours de campagne les plus courts, les moins longs que Paul Biya ait pu présenter sur le terrain. On peut penser qu'il est allé droit à l'essentiel. Mais en réalité, il me semble qu'il a voulu éviter ce que Maître Moustapha appelait le bilan. Mais c'est un homme politique, c'est un stratège. Il est libre de choisir la meilleure méthode, le meilleur discours possible qu'il va adresser aux populations de l'extrême nord, qui, il faut le dire, parce qu'il l'a rappelé, il a toujours bénéficié du soutien des populations de l'extrême nord. Ça, il l'a dit. Il les a rassurés davantage en faisant de nouveaux engagements, de nouvelles promesses pour l'avenir. Maintenant, quelle leçon peut-on en tirer? Paul Biya se rend compte que ce mandat qu'il recherche, que les candidats de l'opposition veulent lui arracher, est un mandat pour lequel il doit être très fin dans l'approche. Parce que, ne l'oublions pas, c'est son entrée officielle en campagne. C'est son premier meeting. C'est son premier discours d'ouverture. Et j'observe qu'il a essayé, je le disais tantôt, de dire l'essentiel, d'éviter les sujets qui fâchent. Même sur la crise anglophone, il a dit effectivement l'essentiel. Mais je disais tantôt, il n'a pas été très discret pour qu'on sache davantage sa position par rapport aux propositions qui ont été faites, par exemple, par la société civile, par les religieux. Et le président sortant qui fait son entrée en campagne 6 jours après l'ouverture officielle de la campagne électorale, Maître Moustapha Anguana sur cette capacité du président de la République à éviter son bilan, comme l'a souligné tout à l'heure Edmond Kamgia, pour se concentrer sur des propositions à faire et ressusciter des projets connus depuis de nombreuses années, annoncés plusieurs fois et qui tardent à être matérialisés. Comment vous entrevoyez justement la suite de cette campagne avec l'intérêt que les candidats à l'élection présidentielle portent pour le Grand Nord, pour le Septentrion? Vous savez, une élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Voilà. Et nous nous rendons compte de ce qu'une élection une campagne électorale qui doit avoir lieu pendant une quinzaine de jours,
le président sortant a malheureusement contre lui deux choses. Son très grand âge et son bilan. Et son bilan qu'il ne veut surtout pas évoquer. Parce que s'il faut évoquer le bilan, ce serait la catastrophe. Et malheureusement, j'ai la faiblesse de penser que les journalistes, sans s'en rendre compte, jouent un peu à ce jeu. Quoique je pourrais leur reconnaître une certaine bonne foi. Vous parlez de résurrection de projet. Résurrection de projet mon nez. Parce qu'on n'a jamais posé la moindre pierre, on n'a jamais rien. C'est-à-dire que tous les projets qui sont évoqués aujourd'hui sont des projets qui n'ont pas connu une once de commencement. Lesquels? En 2011, on vous a dit qu'il y aurait un tramway à Yaoundé et à Douala. C'était des propositions qui avaient été faites au peuple camerounais. Nous n'avons pas eu de tramway. On n'a même pas. Et il y avait des images qui avaient été projetées à l'époque. Nous n'avons rien vu. Aujourd'hui, on vous parle de paix. Mais une paix qu'on s'est assuré, qu'on s'était organisé à déstructurer progressivement par la malgouvernance. Et aujourd'hui, on scande le vouloir vivre ensemble comme si c'était nouveau. Vous n'êtes pas en train de vous perdre par rapport à la question. Je ne me perds pas. Je suis politique. On me pose une question, je vous donne l'orientation. Moustapha, allez-y. Je vous donne l'orientation que je veux. Vous avez tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous aviez une offre politique. Le président Paul Biya n'a pas d'offre politique. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. En 87, il nous a sorti un ouvrage qu'on appelle le libéralisme communautaire. Plus de 30 ans après, il revient avec le même ouvrage, on essaie de le toiletter. Chez nous, en Afrique, on dit que lorsque vous êtes dans la forêt et que vous vous retrouvez 2 fois devant le même arbre, c'est que vous vous êtes perdu. Et je me rends compte, malheureusement, de ce que M. Biya est complètement perdu et qu'il veut perdre avec lui les Camerounais. Il n'y a pas d'autre issue à l'élection du 7 octobre. C'est qu'il puisse partir pour que le Cameroun puisse se mettre debout. Mais pendant ce temps, l'extrême nord, l'une des régions les plus pauvres du Cameroun, selon les statistiques officielles, attend des candidats, des propositions concrètes afin de voir comment son développement pourrait s'améliorer. Le président sortant, candidat du RDPC, a insisté sur l'exploration du sous-sol de cette région. Il a évoqué la ligne de chemin de fer, la construction des infrastructures qui, selon lui, font défaut, mais qui pourraient être réalisées dans les toutes prochaines années s'il est réélu président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement, Maître Moustapha? Dans notre projet de société, nous vous proposons le tourisme à haut rendement. Le tourisme à haut rendement peut être fait dans la partie septentrionale de notre pays, dans l'extrême nord. Nous devons pouvoir également lutter contre la sécheresse. Et lutter contre la sécheresse, il n'y a pas de projet plus révolutionnaire que le projet Transaqua dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut pouvoir ramener l'eau dans le lac Tchad. Ce que vous devez savoir, c'est que la nappe phréatique aujourd'hui du bassin du lac Tchad est tellement dans les profondeurs qu'il faudrait des milliers de mégawatts pour pouvoir pomper cette eau-là. Alors, il y a une solution alternative qui a été proposée, c'est qu'on puisse ramener l'eau du bassin du Congo jusque dans le bassin du lac Tchad pour permettre à toute cette zone-là de pouvoir vivre. Et le président congolais avait déjà marqué son assentiment pour que ce projet puisse être mis sur pied. Il n'y a pas de projet plus révolutionnaire que celui-là pour redonner la vie à cette zone. Parce que dans l'extrême nord, on a des problèmes pour pouvoir boire de l'eau. Et il faudrait que les problèmes basiques, que l'éducation que les solutions soient apportées en termes d'éducation. Les populations de l'extrême nord sont très souvent accusées de ne pas aller à l'école. Elles ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a déjà pas de salle de classe. Quand il y a des salles de classe, c'est quelques pailles qu'on a mis et des briques de terre sur lesquelles les enfants s'asseyent. Aujourd'hui, Monsieur Pochivé, je ne vous coupe pas quand vous parlez. Aujourd'hui, on propose aux enfants l'éducation effectivement gratuite de la CIL jusqu'à la fin du premier cycle. Et il n'y aura pas d'APE. Et on va s'arranger à ce que, sur le plan infrastructurel, effectivement, que nous puissions avoir ces écoles-là sur pied et que les populations en question puissent avoir les outils intellectuels nécessaires pour ne plus être manipulables, pour ne plus être utilisés par Boko Haram, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que Boko Haram s'est implanté du fait de la misère. Je suis heureux qu'il ait parlé tout à l'heure de reconquête. Si vous êtes en train de reconquérir une partie de votre territoire, c'est que vous l'avez à un moment donné
perdu. Vous Non, l'avez laissé non, à l'abandon. Ne m'interprétez pas, je suis mieux placé. Ngwana, Serge Sora, m'interprétez sur pas. la question de l'intérêt des candidats pour cette partie du Cameroun, la Damawa, le nord et l'extrême nord, vivier électoral important, qui croupit pourtant dans la misère et la pauvreté. Ce sont les régions les plus pauvres du Cameroun, sur le plan économique, social également. Quels sont les enjeux? Pourquoi tant d'intérêt pour ces régions-là? Comment vous appréciez le déploiement de ces différents candidats à l'élection présidentielle? Disons que c'est tout à fait normal en tant qu'acteur politique de conquérir la région qui va peser le plus dans une élection. Mais permettez-moi de revenir 2 secondes en arrière pour répondre à 2 allégations qui m'ont été adressées par le représentant du parti du pouvoir. Déjà, laissez-moi vous dire qu'il y a eu une réflexion qui avait été commise, le projet Cameroun, qui a été soumise à tous les candidats et jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas semblé nous dire si elle était dans le même sens que leur proposition. Pour dire quoi? Qu'il y a au moins 3 choses. Parce que lorsque vous avez envoyé votre invitation, j'ai vu dans le programme qu'il y avait une évaluation à mi-parcours. Quand on regarde les 4 dernières élections présidentielles, tant en chiffres que dans maillage territorial, on a l'impression qu'il y a une lassitude qui s'est installée. Et il fallait qu'on interprète cette lassitude. Que ce soit du côté du parti au pouvoir ou du côté des autres candidats à la conquête. On a l'impression que les gens se sont fatigués et qu'ils souhaiteraient que soit les anges, soit les fantômes viennent les aider à gagner, alors que la victoire est possible d'un autre point de vue, même si stratégiquement les choses n'ont pas été faites comme ça. Pourquoi les gens vont vers le nord? Eh bien, les gens vont vers le nord parce qu'ils savent qu'on est en politique et que les gens ont des fiefs. Et si je pars de l'évaluation telle que vous avez demandé dans votre programme, de la Damawa à l'extrême nord, le Cameroun a déjà été, disons que l'ensemble du territoire est actuellement coupé en 4 grandes zones électorales, d'après les premiers déploiements de campagne. Vous allez voir, et nous avons de la Damawa jusqu'à l'extrême nord et à l'est. On a l'impression que là-bas, il y a déjà un vainqueur. Objectivement parlant, je dis scientifiquement, que ce soit, on prend 3 critères. La présence médiatique, même vous-même ici à Equinox, quand je regarde vos reportages, on a l'impression que dans ces 4 régions-là, il y a un parti qui est presque totalement présent à tous les jours, à toutes les heures et partout. Il y a l'axe sud-ouest-nord-ouest qui est abandonné. On dirait que c'est un abandon organisé. Et là où il n'y a qu'une seule personne aussi. Ça aussi, ça a un effet. Ça a un effet. C'est voulu. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que je ne pense pas que ceux qui ont souhaité que le Cameroun soit avec K soient vraiment ceux qui ont créé le conflit là-bas. Après, il y a le grand littoral et une partie du centre où les jeux semblent ouverts. J'ai été très très impressionné hier par quelque chose qui s'est passé à Edea, où le parti du pouvoir a organisé un très grand meeting avec un grand déploiement et il n'y avait personne. Il n'y avait personne à Edea, ni même ses alliés. Parce que j'ai entendu certains dire que l'Union des populations du Cameroun avait officiellement pris son cas. Je suis militant de l'UPC, je ne sais pas. Il n'y a jamais eu de décision officielle de nos instances dirigeantes à ce sujet. Et justement, à Edea, où nous avons un maire, j'ai vu 2 représentants de ce parti au meeting de soi-disant l'allié. Ce qui veut dire que si le chef d'État, qui connaît ce maillage, la 4e zone étant justement l'ouest, qui ressemble un peu au littoral, mais où il sait que d'autres leviers vont jouer, vous allez comprendre même le sens de la réduction de ses descentes sur le terrain. Il a l'impression qu'il n'a pas besoin de trop se mouiller. Chacun va faire sa partition. Lui, il a fait la sienne en rapportant les 4 régions qui pèsent. Maintenant, ce que moi je voudrais que les Camerounais comprennent, c'est que les jeux, même quand c'est 1% de chance à une élection, les jeux ne sont pas faits. Parce que le premier, ce n'est pas déjà la victoire Hikeknoun, surtout pour cette élection. C'est démontrer à ceux qui pensent qu'ils ont tout entre les mains. Parce que ce qui se joue à cette élection, ce n'est pas tant l'élection, la réélection de Paul Biya. C'est ce que les gens préparent contre le Cameroun pour rester à vie au pouvoir après lui. Il faut qu'on fasse
une petite étude historique. Si vous prenez les élections présidentielles de 92 à 2011, vous allez vous regarder 4 choses. Le nombre d'inscrits est passé de 4 millions en 92 à 7 millions en 2011 pour retomber à 6 millions en 2018. Pourquoi? Alors que la population a quasiment augmenté d'un tiers. Les résultats du vainqueur sont passés de 1 185 000, je parle, on peut vérifier ces chiffres, 1 185 466 voix en 92, 3 167 820 voix en 97, 2 665 000 voix en 359 voix en 2004, où on était à 4 millions, 3 700 000 en 2011, quand on était 7 millions. Ça veut dire que maintenant, si nous sommes à 6 millions et que le Nord sera à 2,6 millions, quel est son calcul? Il sait à peu près quelles sont les voix qu'il a et il sait ce que les autres ne doivent pas avoir. Justement, Edmond Kambia, sur l'analyse de ces enjeux électoraux au regard de cette répartition à la fois des différents viviers observés dans le Grand Nord, le Grand Littoral, l'Est et l'Ouest, est-ce que les autres candidats, leur déploiement pour justement amorcer cette alternance démocratique, est-ce qu'on se dirige vers cette grande bataille au-delà du Grand Nord? Je pense que la grande bataille a commencé par le Grand Nord. On a vu la plupart des candidats y aller plusieurs fois. Au début, d'abord dans la phase de pré-campagne, on a vu des candidats de l'opposition aller dans le Grand Nord, dans les régions de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Et dès qu'on a lancé officiellement la campagne électorale, on revoit encore les mêmes candidats de l'opposition repartis dans la Damawa, dans le Nord et l'extrême Nord. C'est un signe fort qui conforte l'analyse que vient de faire M. Sow, qui montre très bien que les 3 régions de la partie septentrionale du Cameroun sont un grand vivier électoral. C'est pratiquement la moitié des suffrages des inscrits actuels, parce que nous sommes dans les 6 500 000, 666 000, 6 666 000, quelque chose comme ça. Donc, si le Grand Nord à lui tout seul a 2,5 millions et poussière, c'est presque la moitié. Donc, c'est pour cela que la grande bataille, c'est dans les régions du Grand Nord. Mais également, cela n'enlève rien aux autres régions où la bataille sera intense, notamment dans les fiefs dits de l'opposition, c'est-à-dire les fiefs historiques de l'opposition, c'est-à-dire le Grand Littoral, c'est-à-dire le Grand Ouest, le Grand Ouest, le Grand Littoral, et peut-être une partie du centre. Et restons simplement dans la partie littorale et la partie ouest, qui dans le passé, de 92 jusqu'à peut-être 2011, a été le fief, j'allais dire, du principal parti de l'opposition actuelle, le SDF. Mais on s'interroge aujourd'hui, est-ce que ces grands fiefs-là, le Grand Littoral et le Grand Ouest, resteront encore des fiefs de l'opposition et notamment du SDF? C'est une question qu'il faut se poser. Cette question est d'autant pertinente que depuis l'entrée en scène d'un parti qui s'appelle le MRC en 2012, on a le sentiment que le SDF est effrité, non seulement par le parti au pouvoir, même plus, mais également par le MRC qui monte en flèche comme étant la 3e force après ces 2 grands partis. Et on ne sait pas si le MRC va aller encore plus loin en 2018 et peut-être aussi aux élections de l'année prochaine en 2019, c'est-à-dire les législatives et les municipales. Donc c'est un élément qu'il faut mettre en compte pour dire que la bataille sera intense, non seulement entre le parti au pouvoir et les candidats de l'opposition, mais également et surtout entre les formations politiques de l'opposition elle-même, et notamment entre le SDF et le MRC. Donc la bataille sera intense. Mais il y a un outsider, j'allais le dire ainsi, je ne sais pas si c'est le terme approprié, qui s'appelle Cabral Libye. Dans cette affaire, je pense que Cabral Libye, à lui tout seul, est un enjeu électoral. Parce que celui des candidats de l'opposition qui réussira à avoir Cabral Libye, quels sont les arguments, pour lui, quels sont les arguments que vous utilisez, Edmond Kambia, pour estimer que ce candidat, lui, peut jouer un rôle important dans ce scrutin présidentiel? Cabral Libye, pourquoi est-ce qu'il peut jouer un rôle important dans cette élection présidentielle? Dans sa jeunesse, c'est un atout. C'est également, on pourrait dire, il a les défauts de ses qualités.
Et on l'a vu récemment avec la bourde qu'il a faite par rapport à une des confessions religieuses. Mais je vais insister davantage par rapport à ses atouts. Sa jeunesse, son implication et sa présence forte dans les milieux étudiantins. Nous avons plusieurs universités d'État. Et partout, dans toutes les universités, si vous faites un vox pop, la plupart des étudiants disent « je veux voter Cabral Libye ». Nous espérons seulement que tous ces étudiants-là, tous ces élèves et tous ceux qu'on a vus mobilisés dans ces campagnes ont la carte d'électeur. Parce qu'il ne suffit pas seulement de venir en campagne pour les candidats, pour Cabral Libye, pour tous les autres, mais il faut y aller en ayant en main sa carte d'électeur pour pouvoir voter pour Cabral Libye ou pour la personne pour laquelle il va peut-être se désister. Parce que restons optimistes. La coalition, c'est-à-dire le candidat du consensus, il est encore possible au jour d'aujourd'hui. À quelques jours de la phase finale, c'est encore possible, selon les informations que nous avons. Donc, je pense que ce candidat qui a parfois été vilipendé, n'est-ce pas, j'allais dire par... Le SDF. Non, n'accusons personne. Il a peut-être été vilipendé par des militants ou sympathisants de certaines formations politiques, je peux dire ainsi, à cause de sa jeunesse, ou alors à cause de son passé. Ce sont vos ministres du RDP qui le vilipendent. Mais disons que dans les meetings, comme sur les plateaux, j'ai eu la chance de débattre avec lui sur un des plateaux, ici à Equinox même, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Justement, et ça, c'est un atout. Après vous, Edmond Kamga, maître Moustapha Ngwana, sur cette campagne à mi-parcours, le SDF qui a lancé sa machine autour du candidat Joshua aussi, comment vous analysez déjà cette première étape de la campagne électorale et le dernier virage qui est annoncé avant le 7 octobre? Vous savez, il y a une très forte communion entre le candidat Joshua aussi et le peuple. Je vous ai dit j'ai dit tout à l'heure que l'élection présidentielle était un rendez-vous entre un homme et son peuple. Il a fait tout le Mongo, il a fait tout l'Ouest, il est allé dans la Damawa et aujourd'hui il est dans la partie septentrionale. Et il avait été dans la partie septentrionale pendant plus de 2 semaines dans la période qui précédait la campagne électorale pour toucher du doigt les réalités des uns et des autres et pouvoir également, d'une certaine manière, créer une véritable fusion entre lui et les populations de ces régions-là. Lesquelles populations ont cessé d'être du bétail électoral. Parce que comme vous voyez, j'ai également assisté au meeting, j'ai également été à la télévision. Nonobstant les grands moyens mis ou bien déployés par le RDPC, j'ai la faiblesse de penser, on me demande le bilan à mi-parcours. On n'a pas demandé le bilan à mi-parcours du SDF, je vous en prie. Pourquoi est-ce que vous êtes en peine chaque fois qu'on prend la parole? Personne ne vous coupe sur ce plateau. Donc, nous avons remarqué qu'il y a des déploiements qui sont faits sur le terrain, malgré les gros moyens qui sont mis par le parti d'en face. Ils n'arrivent pas à mobiliser. Vous avez également suivi avec nous cette séquence qui s'est déroulée à Yaoundé. À Yaoundé, où un ministre de la République a fait partie des jeunes de plusieurs localités du Cameroun, dans l'espoir de venir faire croire que le président sortant avait le soutien de la jeunesse. Malheureusement, ils sont nombreux à être en train de se plaindre de n'avoir pas reçu le pécule qui leur avait été promis. En fait, c'était, j'ai envie de dire, une bande de tirs au flanc qu'on a mis sur le terrain pour pouvoir impressionner et espérer pouvoir retourner l'opinion. Mais en ce qui nous concerne au sein du SDF, nous sommes on ne peut plus sereins, parce que l'élection ne se joue pas que dans les grandes villes. Ça ne se joue pas qu'à Douala et à Yaoundé. L'élection se joue également dans l'arrière-pays. C'est pourquoi nous sommes dans l'arrière-pays, pour toucher les réalités, pour vendre notre candidat, pour vendre notre projet de société, pour notre programme politique, je voudrais dire, et c'est pourquoi il est dans le Grand Nord. Mais un des enjeux les plus importants, et qui est au-delà même de la seule mobilisation, c'est celle de la présence dans les bureaux de vote. C'est peut-être anecdotique de le dire. Nous sommes allés il y a des antennes communales de l'ECAM dans la région du centre où notre président régional est allé pour déposer la liste de nos représentants. Le chef d'antenne était on ne peut plus surpris et a été hésitant à recevoir parce qu'il y a fort longtemps qu'aucun parti d'opposition ne s'était présenté dans ces zones-là. Et nous avons compris tout cela. Nous étions à 49% en 2011 de présence dans les bureaux de vote. Cette élection-ci a ceci de particulier qu'il y a eu une certaine maturité, sur la scène politique. Il y a une véritable offre programmatique. Et il y a également une offre stratégique. Parce que les partis politiques apprennent de leurs erreurs. Aujourd'hui, je peux vous garantir que nous serons présents dans tous les bureaux de vote.
du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et vous savez, l'un des principaux défis, c'est celui de pouvoir endiguer la fraude. Endiguer la fraude, c'est être présent dans les bureaux de vote. Parce que quand vous n'êtes pas là, s'il n'y a eu que 10 électeurs, à la fin de la journée, on remplit le procès verbal en disant que 500 personnes ont voté pour le candidat qui était le seul présent dans les bureaux de vote. Alors nous avons compris cela. C'est pourquoi depuis le mois de mars, vous avez vu, nous avons un quartier général. Et nous sommes en train de travailler sur le plan stratégique. Et nous avons également tous les moyens pour pouvoir comptabiliser nos voix le soir de l'élection. Donc, à mi-parcours, nous sommes on ne peut plus satisfaits par ce qui a été fait par notre candidat et ce qui est encore en train d'être fait. Nous aurons 2 méga meetings à Yaoundé le 5 et ici à Douala le 6, où les uns et les autres pourront évaluer la perspicacité et l'efficacité de tous les efforts de mobilisation que nous avons fait jusqu'ici. Donc, nous pouvons rassurer les Camerounais qu'au soir du 7 octobre, avec l'offre politique que nous avons proposée et qui a contraint M. Biya à aller retoiletter son libéralisme communautaire, que nous allons l'accompagner sereinement vers sa retraite. Nous allons accompagner en bon cas. Et sur la route d'Etoudi 2018, ce problème des centralisations des bureaux de vote, mais aussi d'une rumeur, des allégations sur l'interdiction des téléphones portables durant le scrutin présidentiel a agité cette semaine l'opinion publique, mais aussi les différents candidats. Édouard Fauchivé, vous avez certainement vu cette image avant le démenti des LECAM à ce sujet, interdiction de téléphones portables durant le jour du scrutin. Comment vous avez réagi à ce sujet? Oui, je voudrais d'abord faire une remarque. La remarque est simple, c'est que le temps de parole, quand vous aviez fait 16 minutes entre Soro et Moustapha et 6 minutes avec votre collègue, et que le RDPC, le représentant que je suis, ne parle que de 3 minutes, vous comprenez qu'il y a quelque chose. Donc, j'ai dit ça. Votre répartition n'est pas la mienne. Lorsque j'ai dit ça, je vous donne la parole. Lorsque j'ai dit, vous pouvez vous exprimer simplement. Lorsque j'ai dit, répartition équitable de la parole ici sur ce plateau. Lorsque j'ai dit ça, allez-y. Et que lors de la présentation, lors de la présentation de vos invités, M. Soré était comme un analyste et qui se déclare maintenant comme un dupéciste. Vous comprenez que j'ai face à moi maintenant 2 partis d'opposition et le RDPC. Je voudrais que nous avons 3 candidats. Donc, nous avons 3 candidats, si c'est le cas. Et l'UPC n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Je vous en prie. Je voudrais donc... ne perdez pas votre sérénité. Moustapha, permettez à Édouard Fauchivé de s'exprimer. Ne perdez pas votre sérénité. Moustapha, merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur la précédente qui est importante à savoir, puisque le RDPC ne vous a pas délié aujourd'hui son analyse à mi-parcours. Je me réjouis du fait que l'UPC sur le podium ici et le SDF comprennent aujourd'hui que l'élection présidentielle étant l'offre d'un candidat vis-à-vis de son peuple va en profondeur du pays pour la recherche de voix. Je voudrais tout simplement dire, au vu de l'analyse que M. Son nous a faite, dit simplement que, mais vous vous réveillez maintenant, le RDPC a aujourd'hui une élection présidentielle se gagne à travers les élus locaux, sénateurs, députés et les maires conseillers. Et lorsque j'ai dit ça, et que ce n'est pas un calcul mathématique, et que je vois en termes de représentativité, parce que aller en profondeur, ça veut dire que vous trouvez au moins un maire ou un conseiller, ça veut dire que le RDPC, dans le cadre maintenant du triangle national, a cette représentativité et le travail politique se fait au niveau de la base. Notre analyse à mi-parcours dans le cadre de notre parti est tout simple. Le porte-à-porte a pris racine et tous les élus locaux font ce travail que votre candidat est en train de faire parce que n'étant pas représenté au fin fond de Matoufa, je dis ça pour que vous compreniez que vous ne pouvez même pas retrouver ça au niveau d'une carte. Les conseillers et les élus locaux font ce travail pour le RDPC. Et maintenant, pour revenir en termes maintenant de l'aspect macro, oui, pour les 6 millions, mon cher Soro, mais vous oubliez que le RDPC aujourd'hui, dans le cadre de ces militants comptabilisés, nous avons 3 816 militants. Donc,
Ça fait 66 militants. Oui, je parle. Statistiquement, avec acte. Je parle. Vous pouvez le prouver. Mais laissez-moi venir. Je parle. Vous pouvez. Vous êtes un fabulateur. Ça fait 66%. C'était un fabulateur. Laissez-moi Un parler. fabulateur. Vous pouvez compter vos militants. Nous parlons de cellules, de comités de base, de sous-sections et de sections. Et vous pondérez maintenant par le nombre de membres, puisque une cellule a 20 personnes, un comité en a 40. Quand vous avez fini de comptabiliser, vous comprenez parfaitement que pour le militant, notre travail aujourd'hui en termes de parti politique, c'est d'abord de contrôler. Même le Parti communiste chinois n'a pas autant de militants. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc c'était donc pour vous dire que nous n'avons pas de problème au niveau ça ressemble au sondage. Et maintenant, vous fabriquez tous les jours. Je vous en prie, monsieur. Et nous n'avons pas de problème au niveau de la couverture. Et maintenant, sur l'organisation de cette élection présidentielle, maintenant, Edouard Fauchivé, sur les inquiétudes qui ont été émises cette semaine, inquiétudes sont levées. Concernant justement les inquiétudes sont l'utilisation de téléphone portable. Est-ce qu'il y a eu des soupçons d'une volonté des pouvoirs publics et de l'organe en charge d'organiser les élections de vouloir manœuvrer durant ce scrutin? Autant je suis concerné par les résultats de notre parti pour cette continuité que nous recherchons, autant l'organe qui est chargé du contrôle et de la gestion des élections et les CAM a fait directement son démenti. Vous n'allez pas dire que nous cherchons aujourd'hui plus que jamais que cette élection soit plus que crédible. Donc, ceux qui ont, vous comprenez tout de suite que ceux qui ont déclenché dans les réseaux sociaux, c'est effectivement ceux qui ont perdu depuis la baraque. Quand je dis ça, je vois tout simplement le SDF, qui est aujourd'hui en ballottage, parce que ce n'est pas contre nous maintenant que le SDF se bat. C'est contre les autres partis pour être au moins ce qu'il était dans le temps. Vous avez compris l'analyse de chute. Parce qu'aujourd'hui, vous allez au résultat du siècle, vous allez voir ce qu'on appelle un plongeon, plutôt dans le vide. Nous n'avons pas de problème. Nous voulons aujourd'hui que Elekam, tel que le directeur général l'a dit, que Elekam puisse donner aujourd'hui une certitude d'une élection crédible. Et le RDPC, plus que jamais, tend la main pour cette crédibilité. Et pour garantir cette élection présidentielle, les conditions sécuritaires doivent être réunies, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et les autorités administratives viennent de déclarer 48 heures de couvre-feu à la veille de la célébration de la réunification, 1er octobre. Une date très redoutée dans ces régions anglophones. Serge Soro, comment vous appréciez ces mesures que viennent de prendre les autorités administratives dans la région du Nord-Ouest où aucun mouvement de personnes est désormais autorisé durant 48 heures, interdit de pointer son nez dehors durant ces 2 jours, décision des autorités administratives, sauf une autorisation spéciale, ont-elles précisé dans un communiqué. Comment vous appréciez ces mesures restrictives des libertés? Je dirais que, comme citoyen, parce que je vais vous répondre à 2 niveaux, comme citoyen d'un pays qui eût été normal, c'est une bonne décision. Parce que le pays est en danger, il y a une guerre civile. Mais comme acteur politique, qui a pendant 3 ans interpellé le gouvernement sur la menace qui pesait sur le Cameroun, la menace d'une guerre civile, je l'ai dit, on peut retrouver les archives. C'est de la panique liée à la mauvaise gestion. Tout à l'heure, quand j'ai pris mon premier propos, j'ai dit en lisant, vous m'aviez demandé le bilan à mi-parcours, mais je ne l'avais pas totalement fait. Et je vais lier les 2 choses. Le déploiement du RDPC se caractérise par une hésitation, une peur de la rupture, la confusion qui a conduit à l'impasse. Et leur offre, heureusement que leur représentant ici l'a reconnu, ils sont rentrés en arrière. Ça veut dire qu'ils sont rentrés vers un produit périmé. Mais il y a beaucoup qui se font de l'argent avec des avaries. Je le leur concède. Il y a dans le monde de nombreuses personnes qui se font de l'argent avec des produits avariés. Et je pense que c'est leur cas. Mais je dis que dans le contexte où nous sommes,
Si nous avions eu l'occasion, comme tout le monde a peur de nous, ils ont fait ce qu'ils ont fait, vous avez vu tout à l'heure, il a commencé à parler de l'UPC, ça veut dire que même dans la tombe, l'UPC continue à leur faire peur. Si nous avions eu l'occasion de gérer cette crise à leur place, nous n'en serions pas là. Parce que c'est le peuple qui donne. Ce n'est pas le peuple qui donne, ça s'arrache. Les chiffres le montrent. Et lui, vous êtes en train de l'arracher de la plus mauvaise des manières. C'est pour ça que l'implosion du Cameroun est à votre porte. Nous avons la guerre dans 3 régions et vous avez décidé d'aller aux élections. Il n'y a pas de décision plus absurde que celle-là sur les intentions réelles de ceux qui nous gouvernent. Heureusement que le peuple camerounais est mature et il a décidé de ne pas céder à la provocation, parce que c'est une provocation. Moi, je vous dis, voici le scénario. Ceux qui pensent qu'ils vont remplacer Biya voudraient qu'il y ait le chaos pour qu'il reste au pouvoir et se réorganise ad vitam aeternam. Voici le chaos. Et la solution, ils ont très bien joué, il faut le leur reconnaître, parce que même le malin sait jouer. Ils ont très bien joué et ils ont créé la confusion. C'est pour ça qu'ils se battent même, parce que j'observe les débats souvent. Au lieu de parler comme un homme politique aurait parlé, voilà ce que j'ai promis, voici ce que j'ai fait. Tout le monde ne peut pas tout faire, ça c'est reconnu. Mais au moins j'ai fait ça, il n'arrive pas à le dire. Depuis 60 ans, UNCRDPC, depuis 35 ans pour celui qui est là. Ce qu'il vous dit, c'est que les autres sont mauvais, ils ne vous proposent rien. Mais maintenant qu'on est face à un problème sécuritaire, est-ce que le couvre-feu a déjà mis fin à une guerre? Je vous dis non. Le couvre-feu n'a jamais mis fin à une guerre. Au contraire, le couvre-feu peut même desservir. Les grandes nations qui font face à ces crises, la France a eu le problème avec les Corses, et l'Espagne et les Basques, pendant des années. Et les Catalans même. Il n'y a jamais eu de couvre-feu là-bas et ça s'est résorbé. Le Nigeria à côté de nous a eu le problème avec les gens du Delta. Ça n'a jamais eu de couvre-feu en permanence. C'est pourquoi je reviens sur une question essentielle qui est sécuritaire. Parce que si nous avions pris part aux élections, nous allions détailler tout cela pour montrer la racine profonde du mal camerounais. On est resté sur les standards de la colonisation et de la déshumanisation des Camerounais. Qu'est-ce que le couvre-feu va faire? En fait, on est en train de dire aux Camerounais que le citoyen qui va être le seul libre, c'est l'homme en tenue, avec les acteurs de ceux qui gouvernent. Ce n'est pas bon pour un pays. Ce n'est pas bon pour un pays de faire quoi? C'est un peu comme les contrôles routiers, vous savez, tous les barrages qu'on met sur les routes pour dire qu'on contrôle. Ces barrages n'ont jamais été efficaces. Justement. Mais on les maintient pour déshumaniser les citoyens. Alors, sur la question de ce couvre-feu désormais instauré dans la région du Nord-Ouest et certaines villes anglophones du Sud-Ouest, à la veille de la célébration de la réunification, ce fameux 1er octobre, Edmond Kamgia, comment appréciez-vous cette mesure prise par les autorités administratives? Quel est l'enjeu d'une telle décision? Oui, d'abord il faut dire que c'est une mesure de sécurité préventive prise par les autorités compte tenu du contexte sociopolitique qui règne dans ces régions-là, dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest notamment. Il faut dire ensuite que c'est une mesure qui a été expérimentée à plusieurs moments pendant cette crise anglophone qui s'est transformée en guerre dans ces localités-là. Et on peut faire un peu le bilan de ces mesures-là et on se rendrait compte que ça a été plus ou moins efficace, mais il y a eu des bons et des mauvais côtés. Mais parce qu'il y a eu des mauvais côtés, je voudrais dire que j'ai quelques appréhensions par rapport à cette mesure qui est prise à la veille du 1er octobre, lorsque l'on sait que ce n'est pas la première fois que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest font des manifestations pour commémorer la réunification. C'est-à-dire, en réalité, c'est depuis un an simplement qu'il y a un nouveau sens à ce 1er octobre. Non, parce qu'ils cherchaient quelque chose, il faut le dire. C'est depuis un an seulement. Oui. Parce que officiellement et traditionnellement, c'est la commémoration de la réunification. C'est-à-dire ce jour où nous sommes mis ensemble, c'est-à-dire les deux entités, le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. C'était ça, c'est la signification profonde. C'est pourquoi on n'oublie pas ce jour-là, que chaque fois le 1er octobre, nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se sont levés le 1er octobre. Parce que visiblement, les pouvoirs en place depuis Aïdjo n'ont pas donné un véritable sens au 1er octobre, qui est ce jour des retrouvailles. Donc, aujourd'hui, de décréter cette mesure-là, j'ai très peur. Ça risque d'être contre-productif, compte tenu justement de la guerre qui sévit dans ces deux régions. Je crains fort
que malgré cette mesure qui a été prise, qu'il y ait des mouvements et qu'il y ait peut-être des morts. Justement, l'idée, non, j'ai dit que c'est une mesure de sécurité préventive normale et importante, mais j'ai dit que j'ai des appréhensions parce que ça peut créer d'autres types de problèmes, parce que l'administration pouvait encadrer l'éventualité des manifestations. On l'a vu, même lors des meetings. Rappelez-vous, il y a eu des cas. D'ailleurs, en temps normal, pendant la période électorale, on ne devrait pas interdire les meetings aux partis de l'opposition. Les sous-préfets qui s'y sont hasardés ont violé le code électoral. Parce que j'ai assisté, par exemple, au lancement du meeting du MRC à Bonabéry, qui avait été interdit pour des raisons qui ne tiennent pas debout. Et fort heureusement, il y avait une trentaine de véhicules de police et de gendarmerie, y compris un camion à eau. Mais ils se sont comportés avec responsabilité. Et tout s'est bien passé. Parce qu'ils ont bien encadré ce meeting, qui avait été interdit pourtant. Cela signifie qu'il est possible d'encadrer les meetings de l'opposition au Cameroun. C'est pour dire que même cet événement, qui est redouté le 1er octobre dans les régions nord et sud-ouest, peut être encadré sans qu'on ait à prendre une mesure d'interdiction ou de couvre-feu. Alors face à l'escalade de violences meurtrières dans les régions anglophones, les autorités administratives ont choisi le couvre-feu, disent-elles, pour protéger les populations d'éventuelles attaques des groupes armés séparatistes dans les régions anglophones. Maître Moustapha Ngouana, comment appréciez-vous la stratégie gouvernementale mise en place pour éviter qu'il y ait une autre escalade de violence durant ce 1er octobre, qui est aujourd'hui une date importante pour ces groupes armés séparatistes? Il y a un peu plus de 6 mois, j'avais été invité sur ce plateau par une de vos collègues qui faisait valoir ici qu'il était important qu'une solution soit trouvée à cette crise avant le mois d'octobre. En réalité, on s'y met un peu au petit bonheur la chance. Parce que, voyez-vous, on sait que le 1er octobre est une journée agitée au Cameroun, particulièrement dans les régions anglophones. Et c'est une journée qui allait être encore plus sanglante cette année. Parce que, voyez-vous, l'année dernière, il n'avait pas d'âme, mais il y a eu une querelle de mort. Aujourd'hui, où on se rend compte qu'il y a effectivement des groupes armés qui écument la région anglophone, on aurait pu ouvrir la porte véritablement au dialogue, la porte à la réconciliation, pour qu'advenue la date des élections, ou bien la date du 1er octobre, que les choses puissent se dérouler en toute sérénité. J'ai bien peur pour notre pays. Moi, je ne suis pas un acteur de l'apocalypse pour c'est-à-dire que prédire ce qui se passera le 1er octobre. En tout cas, je ne le souhaite pas. Je souhaite que les choses se passent de manière un peu plus pacifique. Mais je crois que la stratégie qui est mise sur pied par le pouvoir gouvernant est malheureusement la pire qui aurait pu être choisie. Parce que vous imaginez que voici déjà 2 années que le mal a atteint son pic. Une 3e année où les enfants ne vont pas à l'école. Le chef de l'État n'a pas daigné se rendre dans les 10 régions. On n'a pas daigné se rendre dans les 10 régions. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de restreindre la liberté d'aller et venir, qui, il faut le rappeler, est un droit qui est constitutionnel. Parce que quand vous lisez le préambule de Constitution, la liberté d'aller et venir est un droit fondamental. Donc ce n'est pas un droit qui peut être manipulé avec autant d'inconséquences comme le fait aujourd'hui monsieur le gouverneur de la région du Nord-Ouest. Nous aurions souhaité donc, comme je le disais, que les choses se passent différemment. Et il ne faut pas perdre de vue que, contrairement à ce qu'a dit mon frère d'à côté, il n'y a pas que 3 régions au Cameroun qui sont attaquées. En réalité, il n'y a que 2 régions qui n'ont pas encore été attaquées. Parce que quand vous voyez Boko Haram, l'onde de choc de Boko Haram, c'est tout le septentrion. À l'est, nous avons la Séléka. Quand vous arrivez à l'ouest, vous avez les villages de Fongo Tongo, Fonsolé et consorts qui sont attaqués depuis les Bialem et autres. Quand vous arrivez ici dans le littoral, tantôt on vous dit Penambo, Kombanga et consorts qui sont attaqués. Donc en réalité, il n'y a que 2 régions qui ont une forme d'accalmie. Donc les solutions véritables doivent être trouvées. Et elles doivent être trouvées par une personne qui a encore le dynamisme de l'âge, la capacité de pouvoir se rendre dans les 10 régions, de proposer des solutions véritables. Parce que je doute fort, c'est un exemple qui a été pris peut-être plusieurs fois, mais vous ne pouvez pas mettre un buste là devant cet immeuble, un bus de 80 places, et on vous dit que le conducteur a 86 ans et qu'il faut qu'il vous amène en Banga. Vous descendrez et moi avec vous. Donc aujourd'hui, le président ne peut plus trouver de solution. C'est ce qu'on appelle une espèce de cotel qu'on met sur les jambes de bois.
en réalité, c'est des solutions qui ne peuvent rien apporter. Parce que vous pouvez gagner l'accalmie d'une journée ou bien de 2 jours, mais vous n'allez pas résoudre la crise. Comme disaient les Espagnols, venceréis, pero no convenceréis. Vous allez peut-être vaincre, mais vous n'allez pas convaincre. Justement, alors il faut savoir que les irrédentismes, comme on dit, se transmettent de génération en génération. Et le président Paul Biya, à ce sujet, a insisté sur la nécessité de restaurer la paix dans les régions anglophones, meurtries par les exactions des séparatistes. Dans son discours de campagne, il a dit qu'il va tout faire afin que les populations du Nord et du Sud-Ouest sachent que leur place est au sein de la République du Cameroun. Édouard Fauchivé, mais elles ont un autre sentiment au regard de ces restrictions des libertés, 2 jours à ne pas pointer son nez hors de sa maison en raison de ces attaques. Mesures préventives, certes, mais d'aucuns, vous l'avez suivi sur ce plateau, estiment que le gouvernement, les pouvoirs publics n'ont plus de stratégie adéquate pour faire face à cette fronde séparatiste. Oui, vous savez, il faut garder le côté politique de la chose, parce que c'est bien beau de dire que depuis 2 ans, 3 ans, les enfants ne vont pas à l'école. C'est bien. Mais ce que vous oubliez, c'est que un certain 1er octobre a déclenché et la cause de ce que nous vivons. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à mon ami que je ne le retrouvais pas, parce que nous avons fait plusieurs plateaux où il avait normalement fait des analyses en termes de prévention de cette fameuse marche des avocats. Et on a un avocat sur le podium ici. L'histoire que nous vivons aujourd'hui, qui fait en sorte que 2 régions sont devenues des régions d'attaque. Vous avez bastonné les avocats, bastonné et non apporté les solutions. Vous avez bastonné les avocats quand les avocats ont fait des revendications légitimes. Mais il faudrait que la vérité soit rétablie. Donc je dis donc que permettez à Édouard Fauchivé de s'exprimer. Il faut d'abord revenir sur l'histoire pour comprendre que le gouvernement a toujours encadré. Parce que cette marche qui n'avait pas été déclarée, si elle était déclarée et que toutes les formes étaient réunies, nous ne serions pas en train de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça que politiquement, maître qui est sur la table, Moustapha, eux, ils savaient parfaitement ce qu'ils recherchaient. Parce que derrière cette marche, nous sommes arrivés. Je ne suis pas sécessionniste. Je ne suis pas sécessionniste. Retirez. Je ne suis pas sécessionniste. Vous allez retirer. Je ne suis pas sécessionniste. Je vous en prie, vous saviez parfaitement ce qui devait arriver parce que je n'ai pas une boule de cristal. Je n'ai pas une boule de cristal. Je ne suis pas sécessionniste. Édouard Fauchivé à la parole. Il n'a pas dit, il ne l'a pas dit. Mais c'est ce qu'il laisse entendre. Non, je vous en prie, permettez à Édouard Fauchivé de parler. Il s'agit des avocats. Quand vous dites que quelqu'un a 85 ans, là, vous comment ça touche. Messieurs, soyons polis, écoutez-moi. Lorsque vous marchez, Édouard Fauchivé, sur la question qui vous a été adressée, je vous en prie, allez directement jusqu'au bout de votre pensée. Je disais donc que lorsque cette marche avait été organisée, le politique, et quand je dis politique, c'est ceux qui ont leur siège politique dans ces régions, savaient parfaitement que la revendication de la forme de l'État devait être. Et cette revendication a pris aujourd'hui possession du milieu politique, à savoir le fédéralisme. Aujourd'hui, Édouard Fauchivé, on est dans une escalade de violence meurtrière. La situation est très importante sur le plan social, économique. Il y a un désastre assez important. Alors, le fait de prendre 48 heures de couvre-feu, 2 jours, à cause de cette date du 1er octobre, est-ce que la stratégie est bonne? C'est ce qu'on appelle la force de l'État. Ça, c'est la force de l'État. La force doit être permanente. La force doit être permanente. Maître, je vous en prie, permettez à Édouard Fauchivé de s'exprimer sur la question. Parce que, c'est là où je vais arriver. C'est la force de l'État. L'État ne peut plus aujourd'hui, plus que jamais, laisser qu'il y ait des désordres. Ce genre de désordre ou des revendications, même si on a laissé dans le temps certaines revendications de commémoration se faire, ces genres aujourd'hui ne peuvent plus se faire pour déboucher dans le côté politique. Et lorsque j'ai dit ça, il revient maintenant au gouverneur, au sous-préfet, au préfet, de prendre certaines décisions
pour l'encadrement de la paix dans le secteur administratif. Ça, c'est aussi dans le cadre du droit, et ça, c'est dans le cadre de notre Constitution. Lorsque j'ai dit ça, donc, je pense que nous sommes à une semaine d'élection. Malheureusement, le premier tombe dans la phase où nous serrons. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui privilégier? Il faut privilégier aujourd'hui le mouvement de ceux qui sollicitent, n'est-ce pas, veulent présenter leur offre et solliciter les voix pour cette élection de dimanche. Que les gens sortent pour revendiquer 1961. Que les gens disent qu'ils ont été trompés. Ça n'a pas d'impact dimanche. Donc je dis et je marche en disant que plus que jamais, l'autorité de l'État doit être de mise dans ces deux régions. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que les autres ont fait. Par contre, maintenant, s'il s'agit maintenant de ceux qui veulent présenter leur offre, les gouverneurs doivent comprendre que si c'est des jours ouvrables, même s'il n'y a pas de jours ouvrables, puisque nous sommes déjà en campagne, si c'est un parti politique, on doit les encadrer pour faire leur travail. Mais si les autres ne sont, si ce n'est pas dans le cadre de parti politique, pour se lever, marcher et que les avocats viennent se cacher derrière pour pouvoir revendiquer le fédéralisme, l'ordre à l'État. Alors justement, Serge sera sur l'analyse que fait Edouard Fauchivet sur la nécessité de restaurer l'autorité de l'État et qu'il y ait un encadrement afin que la paix puisse régner dans ces régions anglophones, que les populations soient protégées et l'intégrité du territoire défendue. Il estime que c'est une mesure nécessaire et qui a toute sa place dans le cadre de la lutte contre ces mouvements séparatistes. Que pensez-vous de son analyse? Non, son analyse est erronée. Le vœu de l'intégrité et la sécurité des populations, c'est tout à fait normal. C'est un devoir régalien de l'État. Quand il exprime, à travers son analyse, tous les canons qu'il a exprimés, il fait implicitement un aveu d'échec. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Comment est-ce qu'un État a-t-il été incapable de garantir la sécurité avec des gens qui viennent l'attaquer avec des calibres 12? Vous pouvez m'expliquer cela? Dans un pays normal, moi je ne comprends pas. Et c'est pour ça que j'ai dit que les acteurs politiques et les militants d'un certain parti, j'ai l'impression, tout en les respectant fermement, parce que j'ai des camarades là-bas qui ont été très brillants, mais j'ai l'impression qu'il y a souvent un lavage de cerveau contextuel lié à la volonté d'avoir quand les autres veulent être. Parce que vous savez que dans ce pays, on a deux catégories de citoyens. On a les citoyens, quand on leur dit qu'il faut que nous ayons une patrie, ils vous disent on a. Et ils vous ajoutent je pense, tu suis. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont débité une programmation, vous devez suivre même quand ils se trompent. Malheureusement, je me permets de leur dire que le chemin est encore très long et donnons-nous la chance d'avancer. Abandonnons ce schéma qui veut que pendant que les uns pensent, d'autres dépensent. Pendant près de 70 ans, et je dis nous continuons à penser, je dis qu'il y a 3 ans que nous leur avons dit ce qui allait arriver, et c'est arrivé. Maintenant, ils se débattent comme des diables dans un bénitier. C'est pas comme ça, c'est la mauvaise formule. Je vous en prie, c'est la mauvaise formule. Le couvre-feu, qu'est-ce qu'il va faire? Laissez-moi vous expliquer, si nous sommes vraiment en guerre. Il va déblayer le terrain, il n'y aura plus de civils et 2 armées vont s'affronter. Est-ce que vous voulez? Si les sécessionnistes, peut-être que c'est vous qui l'êtes, parce que je ne comprends pas qu'ils existent. Ici, vous voyez que le Cameroun a écrit avec K. Vous savez quels sont ceux qui ont commencé? C'est pas l'UPC, vous vous trompez. S'il vous plaît, je parle au Camerounais. Je parle au Camerounais. Allez regarder vos manuels d'histoire et vous verrez que les premiers à écrire le Cameroun avec K à partir des années 50, ce sont nos frères. Faux. Si la question ce sont nos frères. Ce sont justement nos frères du Cameroun. Oui. Occidental, monsieur Fauchivet, allez relire vos livres d'histoire. Je suis désolé, peut-être qu'ils ressemblent beaucoup aux livres de 5e de sciences. Ce sont nos frères qui ont choisi. Il y avait là-bas 2 courants. Un courant qui voulait rester au Nigeria, et ceux-là, leur parti ne commençait pas avec K. C'est le KNCC, le KNDP et le One Cameroun. C'était pour exprimer quoi?
C'était pour exprimer leur volonté de revenir au Cameroun uni. Je suis désolé, voilà la vérité. Et ces gens ne peuvent pas être des sécessionnistes. Malheureusement, dans votre zèle, vous avez commis des bévues. Et ces bévues ont atteint leur paroxysme en février quand vous avez voulu écrire la République du Cameroun. Vous avez pris l'appellation du Cameroun oriental. Voilà le problème. Alors que nous sommes deux entités qui sont unifiées. Si vous aviez écrit la République du Cameroun avec K, oui, le problème, laissez-moi vous expliquer. Oui, c'est pour ça que je reviens sur l'histoire. C'est pour ça, mais c'est vous venez le premier à la fin et vous faites la mauvaise histoire. Vous faites les histoires et non l'histoire. Parce que pendant que nous pensons, vous dépensez. Permettez-moi de vous dire donc que le couvre-feu crée un champ de bataille pour que deux armées s'affrontent. Mais je pense qu'il n'y aura pas d'affrontement. Et c'est pour ça donc le gouverneur... Et j'ajoute qu'il y a une pléthore de solutions. Il y a une pléthore de solutions parce que les Camerounais ont exprimé une volonté. L'une de ces solutions relèverait de l'éducation, si tant était peu. Imaginez-vous que dans ce pays... Nous sommes toujours pour le premier octobre dans deux... Oui, dans ce passé, hein? Oui. Ah, d'accord. Parce qu'on enseigne aux Camerounais deux histoires. Quand un Camerounais a fini son parcours secondaire au Cameroun oriental et l'homme a fini au Cameroun occidental, ils n'ont pas la même histoire. Après vous, et c'est on regarde l'analyse et vous en riez, et c'est désolant. Sur le couvre-feu, Edmond Kambia, les risques justement d'affrontement entre les forces de sécurité et de défense et ces groupes armés dans les régions anglophones le 1er octobre avec des dégâts collatéraux sur les populations civiles. Depuis plusieurs mois, la société civile, la communauté internationale et une partie de la classe politique attire l'attention du gouvernement camerounais sur le dialogue politique. Mais jusqu'ici, est-ce que vous avez le sentiment que cette voie est en train d'être explorée pour résoudre cette crise? Il me semble que de part et d'autre, tout le monde veut la paix au Cameroun. Mais personne de part et d'autre, tout le monde veut la paix. Peut-être qu'il y a des extrémistes dans tous les camps, ça se sait aussi. Ceux-là ne veulent pas forcément la paix. Mais la majorité des Camerounais, que ce soit ceux qui sont au pouvoir comme l'opposition, ou alors des populations du nord-ouest et sud-ouest, ils veulent la paix. C'est parce qu'ils ne sont pas en paix que beaucoup sont en train de quitter les régions du nord-ouest et sud-ouest pour se rapprocher des autres régions du Cameroun. Donc, aujourd'hui, le 1er octobre, c'est une date symbolique majeure dans l'histoire du Cameroun, qui est officiellement la réunification. Le moment de rencontre entre le Cameroun oriental et le Cameroun occidental pour créer la République fédérale du Cameroun. N'ayons pas peur des mots. Pour créer la République fédérale du Cameroun. La fête nationale du Cameroun. Ça devrait être la fête nationale du Cameroun. Donc, il faudrait peut-être un débat là-dessus pour que les gens comprennent. D'où la nécessité de ce dialogue inclusif qu'on attend depuis si longtemps. Parce que la date qui doit commémorer la rencontre entre ces deux entités-là est importante à magnifier, à glorifier. Cela dit, disons, entre le 1er octobre et le 7 octobre, c'est la semaine de tous les dangers. Voilà. Je comprends le sens de la décision de l'autorité administrative. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, c'est une mesure de sécurité préventive. J'ai également dit mes appréhensions par rapport à cela. Et je reconnais la capacité des forces de sécurité du Cameroun, notamment la police et la gendarmerie, à assurer l'ordre. Et ils l'ont fait dans plusieurs occasions et ça a bien marché. Il n'y a pas eu des actions dans beaucoup d'événements auxquels j'ai assisté. Je voudrais dire ceci, qui est également important. Il est souhaitable que, parce que c'est la dernière semaine de la campagne électorale, je souhaite que tous les candidats à l'élection présidentielle essayent, dans leur discours, d'avoir l'idée de l'histoire du Cameroun. C'est-à-dire que l'importance pour nous de vivre ensemble, pas comme slogan, mais comme une réalité. Parce qu'une partie de notre pays, une partie de la population, notamment sur le nord-ouest et le sud-est, se sentent de plus en plus à l'écart de tout ce qui est en train de se passer. C'est la raison pour laquelle il y a une bonne partie qui se retrouve au Nigeria malgré elle. Il y a une bonne partie qui sont considérés comme ce qu'on appelle les déplacés internes. On ne devrait pas être déplacé dans son propre pays. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on évite ça. Justement, à ce sujet, Maître Moustapha Ngwana, sur cette mesure qui est prise
concernant la dernière semaine de la campagne électorale, semaine de tous les dangers, selon les appréhensions que viennent de formuler ici, Edmond Kamga. Comment vous entrevoyez justement les 7 prochains jours, dernier virage de la campagne électorale avant le jour du scrutin, avec les mesures prises par Elecam, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où il est envisagé une centralisation des bureaux de vote pour faire face à cette situation sécuritaire? Voyez-vous, moi je ne suis pas un eschatologue, je n'imagine pas les choses seulement de manière chaotique. Nous souhaitons que les choses se déroulent dans la paix, dans la sérénité, dans l'intérêt supérieur de la nation camerounaise. Mais seulement, il faudrait noter que les mesures qui sont prises par Elecam sont des mesures qui sont contre-productives. Elles sont contre-productives parce que l'un des rôles que doit jouer Elecam est de rapprocher les bureaux de vote, les centres de vote des populations. Alors, vous vous rendez compte de ce qu'on est dans des zones où il y a de fortes turbulences, de forts défis sécuritaires, et qu'on se retrouve obligé de demander à des populations de se déplacer sur des kilomètres pour venir voter à 1000 lieues de chez eux. Donc, nous avons le sentiment qu'il s'agit d'une très très mauvaise décision et qu'il fallait absolument maintenir les centres de vote là où ils sont. Et puisque, comme M. Fauchivé l'a fait noter tout à l'heure, que l'État a le monopole de la violence légitime au sens de Weber, l'État a le monopole de la violence légitime, mais cette violence légitime doit l'État doit l'exercer à tout moment, de manière permanente et non de manière séquencée et objectivée, parce qu'on a le sentiment qu'il y a une volonté de décourager les populations du nord-ouest et du sud-ouest à pouvoir participer à l'élection. Si je suis dans une... Apprenez également à écouter M. Fauchivé. Ah, c'est vous qui me dites ça. Si je suis dans une zone où il y a une crise sécuritaire, vous comprenez que je peux voter plus facilement à l'arrière de ma maison où il y a une école publique, plutôt qu'à des kilomètres où je vais affronter des balles non seulement de l'armée, éventuellement des sécessionnistes, parce que vous savez que les sécessionnistes, lorsqu'ils vous arrêtent, ils prennent vos cartes d'électeurs, ils prennent vos cartes d'identité, ils brûlent. Vous savez que c'est ce à quoi ils se livrent. Ah, c'est vous qui me dites, hein? Moi, c'est ce à quoi ils se livrent. Bon. Et je crois que si vous êtes dans l'ère du temps, avec les réseaux sociaux, il y a suffisamment d'éléments pour pouvoir attester de cet état de choses-là. Donc, vous êtes mieux placé. En un mot comme à mille, la décision prise par Elecam est on ne peut plus dangereuse. On ne peut pas. Et nous avons proposé des solutions. Lesquelles? On a proposé des solutions. C'est déplacer interne, ce qui est une première dans l'histoire de notre pays, et ça arrive sous le renouveau de M. Bia, qui, dit-on, est un homme de paix. On aurait pu, puisqu'ils sont déjà dans le fichier Elecam, avec leur CNI, retrouver leur nom et leur permettre de pouvoir voter là où ils se trouvent. Mais est-ce que les dispositions juridiques permettent cette mobilité mais ça, c'est l'élection présidentielle. Je vous en prie. L'élection présidentielle permettait à Maître Moustapha de s'exprimer. L'élection présidentielle a ceci de particulier. Il aime le désordre. Allez-y, vous avez la parole. L'élection présidentielle a ceci de particulier qu'il y a une circonscription unique. Donc vous pouvez avoir été inscrit à l'extrême nord, je ne sais pas trop. Mais si on vous donne la possibilité, après avoir contrôlé le fichier, que vous êtes bel et bien, inscrit dans les zones en conflit, de vous donner un récépissé provisoire qui établit par exemple que vous venez peut-être de Woum. Oui, mais c'est ce qui a été fait. Cette solution a été appliquée au Nigeria. Oui. Au Nigeria, c'est des solutions qui ont été proposées relativement à Boko Haram. Mais cette solution, nous l'avons proposée par écrit, parce qu'il y a des gens qui aiment faire de la jactance, comme mon vis-à-vis, M. Fauchivé. Mais nous avons fait des propositions par écrit pour proposer cela à Elecam. Mais malheureusement, on attend toujours de voir quelles sont les dispositions qui seront prises à cette date-là. Et vous comprenez donc que la semaine qui commence sera une semaine on ne peut plus difficile. Et nous espérons que les partis politiques pourront avoir la possibilité de se déployer en toute sérénité dans les régions anglophones, parce qu'il est de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent de garantir notre sécurité. C'est le minimum que nous leur demandons. Et j'espère que M. Fauchivé, qui se livre à des actes de désordre sur le plateau, l'a compris. Je vous en prie, messieurs, pas de désordre sur le plateau de droite réponse.
Et ces processus électoraux en Afrique, vous avez compris. ces processus, il n'y a aucun désordre qui est fait sur ce plateau, Edouard Fauchivé. Ces processus électoraux en Afrique qui suscitent de vives critiques de la part des puissances internationales. Et Joseph Kabila, président du Congo, Kinshasa, a tenu à contester cette façon de faire de la part des puissances étrangères. Il s'exprimait à la tribune des Nations Unies, là où il a demandé également le retrait effectif de la MONUSCO, qui est dans son pays depuis près de 20 ans. Edmond Kambia, on a vu plusieurs dirigeants africains sur la tribune des Nations Unies contester cette ingérence de la part des puissances internationales. Comment apprécier cette nouvelle démarche, ce ton des dirigeants africains à la tribune des Nations Unies? Oui, je pense que les chefs d'État africains sont dans leur rôle, et notamment à travers le groupe africain. Ils ont le droit et ils ont la liberté de contester ce qu'eux, ils ne partagent pas. Mais pour l'essentiel, je me rends compte que dans cette catégorie de chefs de l'État, il y en a un bon nombre qui font partie de ceux qui ne respectent pas leur peuple, qui n'ont pas forcément la légitimité populaire, même s'ils ont parfois été élus ou alors mal élus. Dans le cas de Kabila, on se rend compte que son discours vient à la suite d'une décision qu'il a été contraint d'appliquer, c'est-à-dire de respecter la propre constitution de son pays. Parce qu'il y a eu une pression interne par les partis politiques de l'opposition, par la société civile et même par l'Église, qui l'ont contraint à appliquer, à respecter l'accord de la Saint-Sylvestre, qui l'obligeait à ne pas être candidat à un troisième mandat. Il y a eu la pression internationale, à la suite de la pression interne, qui l'a contraint à ne pas être candidat lui-même. Et je comprends que c'est à l'issue de cela, parce que son propre parti a été contraint de proposer un candidat autre que lui-même. Certainement, c'est sa proposition qui est passée. Mais il y aura des élections présidentielles. Et il y a eu des candidats, des Congolais, comme Jean-Pierre Bemba et d'autres, qui sont en exil aujourd'hui, qui auraient bien aimé compétir. Mais les autorités locales n'ont pas permis à Katoumi de retourner au pays. Et Jean-Pierre Bemba a été perçu comme un élément dangereux par rapport au pouvoir en place. C'est l'une des raisons pour lesquelles il me semble que la Cour de Kinshasa n'a pas validé sa candidature. Même comme ils l'ont basé sur un argument fort, c'est-à-dire que c'est pour subordination, parce que l'affaire était encore en cours à la CPI. Et finalement, il a même été condamné. Mais même comme il ne pourra pas rentrer en prison, la candidature de Jean-Pierre Bemba a été écartée. C'est pour dire, en réalité, pour me résumer, que quand Kabila prend la parole, en fait, il est frustré. Il n'a pas pu, comme à côté, comme au Rwanda, par exemple, Kagame a pu obtenir un troisième mandat avec le soutien de son peuple. Il aurait bien aimé continuer encore à être à la tête de l'État. Mais la pression internationale ne lui a pas permis. C'est la raison pour laquelle il tire à boulet rouge sur les institutions internationales. Merci Edmond Kambia, éditorialiste, consultant sur droit de réponse. Merci à vous également, Edouard Fauchivé, militant du RDPC. Merci également à Maître Moustapha Angwana, qui est avocat et également membre du NEC au SDF. Merci également à vous, Serge Soron, analyste politique. Messieurs, merci d'être venus sur ce plateau. Mesdames, messieurs, c'est la fin de droit de réponse. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.